Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme de demain. Et si nous repensions notre rapport au tourisme ? Je suis François Huette, hôtelier atypique de métier, avec une expérience internationale de direction d'hôtel, mais pas que. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à jeter un œil sur mon site françoishuette.net. À travers ce podcast, je vous emmène dans un voyage vers un tourisme plus respectueux de la planète et du vivant pour construire le tourisme de demain, maintenant, avec des acteurs engagés. Bonjour Tariq, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast Expérientiel. Tu es le CEO de Murmuration. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est Murmuration ? Alors, Murmuration, c'est un bureau d'études spécialisé dans ce qu'on appelle la quantification environnementale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on utilise beaucoup de données, dans notre cas principalement des données d'observation de la Terre par satellite, avec des méthodes d'intelligence artificielle, avec des calculs assez importants, pour comprendre l'état de l'environnement sur n'importe quel point autour du globe, en fait. Donc ça, c'est Murmuration est principalement centré sur cette activité-là. Et quel est le lien alors avec Flokeo ? Flokeo, c'est notre premier vertical, c'est-à-dire que c'est l'endroit où on utilise ces données environnementales pour adresser le domaine du tourisme. C'est vraiment notre domaine de focalisation, on va dire, premier. On a créé l'entreprise autour de ce concept-là. Flokeo, c'est la branche, on va dire, B2B ou B2B2C, parce qu'il y a une partie dédiée évidemment aux professionnels du tourisme. Donc on parle de hôteliers, d'agences de voyage, de restaurants, de guides également. Mais il y a aussi une partie importante de interaction sur les réseaux sociaux avec vraiment des voyageurs et des grands publics, une communauté de voyage et un écosystème du tourisme autour de cette question environnementale. Alors j'aime beaucoup l'idée et je me pose la question d'où elle est née cette idée. Pourquoi le tourisme et pas un autre secteur d'activité ? Alors après avoir passé vraiment plus d'une quinzaine d'années, moi je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises et en fait la question c'était comment allier une passion personnelle qui est le tourisme, le voyage, avec ma passion professionnelle, parce que moi j'adore mon métier, et, les satellites, l'intelligence artificielle, je suis docteur dans ce domaine-là. Donc comment allier les deux ? Et c'est à partir de cette réflexion qu'est née vraiment Murmuration et Flokeo. Et cette dualité, quelque part, elle vient aussi de ce bagage, c'est-à-dire une connaissance technique importante, plus une passion personnelle qui est très très forte aussi. Faut savoir, voilà, moi, j'adore je veux dire quelque chose peut-être qui est assez banal peut-être pour pas mal de monde, mais moi j'adore voyager. Je voyage depuis l'âge de 3 ans, 4 ans. Mes parents ils vivaient dans 2 pays différents. Donc voilà, et c'est vraiment une passion personnelle de découvrir le monde, de découvrir les gens, discuter avec eux, échanger avec eux. Enfin voilà, donc c'est né vraiment de ça. C'est vraiment une alliance entre la personnalité et les compétences professionnelles. Donc l'idée de base de Flokeo, c'est de mettre en avant le score écologique d'une destination et des acteurs tourisme du durable. Comment ça marche exactement ? Donc en fait sur le site, sur le site flokeo.com, donc on a mis une carte qui illustre la situation environnementale aujourd'hui
partout dans le monde sur n'importe quel point autour du globe. Donc ça, c'est une carte qui prend les données expertes qui sont générées par les équipes murmuration, qui les, excusez-moi pour le terme, mais qui les vulgarise un peu pour qu'elles soient adaptées au grand public. Et on la présente cette situation environnementale partout dans le monde, autour de 4 critères principalement. Donc l'air, l'eau, l'urbanisation et la protection des zones protégées. Donc c'est ces 4 axes-là qu'on présente et qu'on agrège dans un seul indicateur qu'on appelle le score écotouristique, que vous pouvez trouver directement sur le site flokeo.com. Et l'idée vraiment, c'est de donner le maximum d'informations aux voyageurs pour comprendre la situation environnementale du lieu qu'ils vont visiter, qu'ils envisagent de visiter, et surtout de choisir également un partenaire, un prestataire, quelqu'un qui va les accueillir, par exemple, qui respecte cette démarche-là et qui fait son maximum pour l'environnement. Donc ça c'est vraiment le cœur du concept. Et après derrière c'est un site de voyage de tout ce que vous pouvez trouver sur Internet, c'est-à-dire que des établissements, à quoi ça ressemble l'établissement, si c'est un hôtel, par exemple des photos de l'hôtel, ses points forts, ses points faibles, la fourchette de prix. Et avant tout, ses contacts aussi, parce que nous, Flokeo, il se positionne pas du tout entre le voyageur et le professionnel. Donc, tous les contacts du professionnel sont disponibles, ses contacts sur les réseaux sociaux, son téléphone, son site web, etc. Donc, c'est vraiment un site de voyage classique, adossé à une compétence technique, une information technique, encore une fois experte, mais vulgarisée. Alors moi aujourd'hui je suis professionnel du tourisme. Comment je peux rejoindre justement cette communauté de professionnels engagés dans le tourisme durable et être référencé? Alors c'est très simple, là, le site est ouvert, donc moi j'invite vraiment tout le monde d'aller se balader sur le site, regarder ce qui existe, et après pour un professionnel s'il est intéressé, il y a un onglet où on peut s'inscrire tout simplement. Et ici, on tombe sur la première étape. Il y a une charte très simplifiée, c'est 11 points qui retrace les points phares du tourisme durable tels que stipulés par l'Organisation mondiale du tourisme. Donc c'est pas nous qui avons créé ces points, nous on les a juste mis en forme. Et en fait, l'idée c'est que chaque professionnel il montre son engagement sur ces différents points. Ça ne veut pas dire qu'il les fait tous. C'est pas du tout ce qu'on demande à la communauté, mais ça veut dire montrer son engagement et montrer qu'il essaye de se développer dans ce sens-là. Ces engagements ou ces points, ils reprennent vraiment les 3 piliers du tourisme durable parce qu'il n'y a pas que la partie environnementale, il y a aussi la partie sociale et la partie économique. Donc comment son activité a fait bénéficier de la population locale, comment le flux financier il bénéficie également à la population locale. Donc ça, il y a les 11 points de la charte que nous avons, plus un texte libre, vraiment, ça peut être même une page. On a le cas de certains professionnels qui sont vraiment très engagés ou qui souhaitent mettre en place beaucoup d'actions et beaucoup d'engagements, qui vraiment retracent leur histoire, qui présentent leur histoire, pourquoi ils font du tourisme durable, pourquoi ils se lancent dans cette perspective, comment ils voient son évolution au cours du temps, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient faire demain, qu'est-ce qui incombe à leur propre responsabilité et qu'est-ce qui est de la responsabilité de la collectivité, tout simplement, etc., etc. Donc vraiment, cette première partie, elle est vraiment dédiée à l'engagement du professionnel. Cette première partie de l'inscription, elle est dédiée à l'engagement du professionnel dans cette démarche de tourisme durable. Et ensuite, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un site de voyage. Donc, il est invité à mettre ses photos, ses points forts, les expériences qu'il propose aux voyageurs. Voilà, tout ça. Dis-moi, tu as justement dans les membres de cette communauté de professionnels, tu as une ou deux histoires sympathiques à raconter, à partager, avec des gens qui ont justement un engagement et qui, à travers leur engagement, toi, ça t'a touché, par exemple. Alors, il y a 2 exemples en fait qui me viennent vraiment rapidement à l'esprit.
on travaille avec une agence de voyage tchadienne, donc au Tchad, qui s'appelle Guéra Touristique, qui est dans un endroit qui s'appelle Mango. C'est une région qui s'appelle Mango au Tchad. Donc c'est une région qui est vraiment très 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 vierge, on va dire, de l'activité touristique, mais qui a beaucoup à proposer vraiment aux touristes. C'est un endroit vraiment magnifique. Et en fait, Guéra Touristique, eux, ils travaillent vraiment, ils travaillent sur ces trois dimensions d'une manière très naturelle, j'ai envie de dire. Donc, ils aident à la construction d'écoles dans cette région. Quand il y a des touristes qui arrivent, ils les impliquent un peu dans les activités en fait locales. Donc, ils les amènent à l'encontre de la population locale. Si on prend la crise sanitaire actuelle, ils ont mis en place carrément une sorte de kit anti-Covid. Donc ils ont appelé ça comme ça parce qu'il y a un problème par exemple d'accès à l'eau propre dans cette région-là. Donc eux, ils ont acheté des bidons et ils les ont distribués à la population. Et aussi, ils ont organisé, à la fin de l'année dernière, en décembre de l'année dernière, un festival de la culture tchadienne qui était sponsorisé par l'ambassade de France au Tchad. Il y a eu vraiment beaucoup de tribus qui ont participé à ça. C'était un festival vraiment magnifique. Donc c'est vraiment un exemple d'un acteur. Donc c'est une agence locale qui travaille et qui œuvre vraiment sur les trois dimensions vraiment environnement, social et économique. Et on le voit, c'est des histoires vraiment qui sont assez intéressantes parce que c'est Monsieur Hassan qui travaille là-bas, qui communique sur ces activités et c'est vraiment très. Nous, nous sommes très fiers de les avoir dans la communauté. Il y a un autre exemple, c'est ici un gîte en France où les opérateurs du gîte, par exemple, ils avaient une sorte de zone vraiment, une sorte de friche à côté du gîte. Et eux, ils ont pris cette friche là en main, ils les ont nettoyés, ils les ont transformés vraiment en sorte de jardin attenant à leur gîte, avec le plus grand compost du village. Maintenant, c'est devenu vraiment le lieu de rencontre. Donc, avec le gîte, ils ont fait un petit café plus ce jardin-là qui a donné vraiment vie à ce village-là. Et du coup, c'est ce type d'exemples qui font que voilà, nous sommes très fiers de les avoir et qui montrent vraiment un impact assez positif d'une démarche durable qui transforme en gros l'économie locale, mais aussi les relations entre les gens. Quand tu as créé Floqueo, est-ce que tu pensais avoir autant d'impact? Je le souhaitais, mais je trouvais que la tâche elle va être très compliquée. En fait, on se rend vite compte que la démarche elle est multiplicative, c'est-à-dire que les gens engagés, les gens passionnés, je dirais, au-delà de l'engagement des gens passionnés, nous tirent vraiment très très fortement. Et on a la chance d'avoir déjà une équipe qui est vraiment très soudée et qui est très passionnée, qui tire vraiment toute la démarche vers le haut, mais aussi des partenaires et des gens qu'on a rencontrés tout simplement, qui nous aident beaucoup. Et ça, je l'apprécie énormément. Et du coup, cet effet de multiplicateur fait du bien. Et on voit que Floqueo, dans l'espace de 1 an d'existence, enfin Floqueo.com, il faut pas l'oublier, on l'a lancé en décembre 2019. Donc c'était vraiment, ça fait un petit peu plus qu'1 an. Donc c'est tout jeune, mais on a un nombre d'abonnés. Enfin, vous voyez la carte, hein, c'est un nombre d'abonnés assez important à travers le monde. On a des histoires, des contacts qui sont assez importants. On a participé à l'organisation d'un salon virtuel du voyage. On organise des événements live aux 4 coins du monde grâce à notre réseau. En fait, c'est des gens qui nous contactent en disant j'ai vu ce que vous faites et j'aimerais bien travailler avec vous, etc. Donc c'est assez passionnant et c'est assez même touchant. C'est très satisfaisant. Ça c'est sûr. Bravo, c'est une belle initiative. C'est une très belle initiative.
si j'ai bien compris en regardant ton site, tu donnes aussi l'opportunité aux voyageurs d'agir efficacement en faveur du climat et en ayant un axe sur l'émission carbone, l'empreinte carbone. Tout à fait. Dernièrement, je regardais un documentaire qui est sorti de Yann Arthus Bertrand qui s'appelle Legacy, qui était très intéressant. Et justement, il disait que si on réduisait chacun de 5% de notre empreinte carbone, on pouvait peut-être relever les défis des enjeux du changement climatique. Tu peux nous donner un peu plus d'informations sur justement cette empreinte carbone, pardon. Comment je peux la réduire, me donner aussi des idées comment moi je peux agir en tant que citoyen, mais aussi voyageur. Bien sûr. Le sujet évidemment de l'empreinte carbone et l'importance du défi climatique qui est face à nous, c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui. Enfin, il y a pas plus il y a pas plus important. Ça c'est certain. Il en va de notre survie. C'est sans être catastrophique, mais il en va réellement de notre survie en tant que espèce. Donc ça c'est la première chose, mais sans aller jusque là, il faut comprendre que la dimension climatique a un impact direct et très important sur tout l'équilibre de notre vie. Donc sans aller vraiment à l'extrême en disant que l'être humain va disparaître, je l'espère évidemment pas, et je crois dans notre action et dans notre conscience collective pour éviter ce scénario. Ça pour moi c'est pas un scénario envisageable aujourd'hui, c'est trop catastrophique. Mais au-delà de ça, les changements climatiques, c'est un processus qui est en cours. On voit déjà des impacts extrêmement forts. Donner quelques exemples tangibles. Des feux de forêt en Australie, des feux de forêt en Californie, des feux de forêt en Amazonie. C'est des phénomènes naturels qui ont fait que ça s'est créé, des sécheresses, etc. Et en fait, l'impact sur ça, si on met le climat à part, c'est de mouvements de population, de migration de population. Ici, je parlais des États-Unis et l'Australie, typiquement pour ne pas citer les exemples classiques entre guillemets de zones qui sont sous tension, on va dire, comme le Bangladesh ou l'Afrique subsaharienne, etc. Mais même dans des pays assez développés, l'impact il va être assez important. Donc cet équilibre social, il va être mis à rude épreuve. Les mouvements de population, ça on le sait également, ça crée des tensions, tout simplement. Ça crée des tensions qui peuvent amener à des situations humanitaires. Ça amène à des situations humanitaires compliquées dues au mouvement de population, mais aussi quand les gens ils bougent et ils vont chez les autres. Et s'il n'y a pas d'entente, et s'il n'y a pas une conscience commune des enjeux et comment les prendre en main, comment s'organiser face à ces phénomènes, ça crée des tensions et malheureusement les gens déplacés quelque part ils n'ont pas le choix, donc ça va créer des tensions aussi avec les populations locales. Donc ça a des répercussions, je veux dire, c'est pas juste il va faire plus chaud ou il va faire plus froid, etc., ou il y aura une pénurie de ressources. Bon, tout ça c'est des choses, l'être humain sa plus grande qualité c'est sa capacité d'adaptation, mais surtout ça aura des impacts vraiment tangibles sur des tensions potentielles entre des populations et quelque part un cadre de travail en commun qu'il faut absolument mettre en place. C'est ce qui m'amène vraiment à l'activité de tourisme. Il faut pas oublier les fondamentaux du tourisme quelque part. Les fondamentaux du tourisme, c'est une meilleure compréhension de l'autre. C'est vraiment à la base ça. C'est cet autre-là, il peut être juste dans un rayon de 100 km autour de nous. On va voir une belle région de France, on va la visiter, on va comprendre son histoire, on va manger la spécialité locale, etc. Comme ça peut être quelqu'un à l'autre bout du monde. Et en fait, c'est cette compréhension et cette gymnastique intellectuelle de toujours se projeter et se mettre à la place de l'autre, comprendre ses enjeux,
et comprendre son histoire et s'imprégner de son histoire, qui fera que on arrivera à surmonter collectivement les défis du changement climatique. Je pense réellement que le tourisme ne se limite pas à des landmarks ou des endroits d'intérêt. À la Tour Eiffel, on prend la photo et on part, quoi. C'est pas ça. C'est pas uniquement ça. Ça, c'est intéressant, mais le voyage, il fait de nous de nous collectivement, des touristes, des voyageurs, des gens qui travaillent dans ce domaine-là, des précurseurs dans cet effort collectif indispensable de compréhension de l'autre, d'aller à l'encontre de l'autre et de cette empathie grandissante qui est clé face aux défis climatiques. J'avais bien aimé d'ailleurs quand j'avais vu ce documentaire Legacy. Ils avaient pris le point de comparaison avec l'homme et ils disaient si on vous dit que le réchauffement climatique de degrés c'est pas grand chose, imaginez que aujourd'hui la température du corps, si on y rajoute 2 degrés, l'homme a la fièvre, et qu'on y rajoute sur ces 2 degrés encore 2 degrés supplémentaires, l'homme disparaît, il est mort. Et j'ai trouvé que cette métaphore, d'une certaine manière, remettait les choses vraiment en perspective et que 2 degrés, c'est beaucoup et ça aura un impact sur nous. J'aimais bien aussi, quand tu parles des feux, je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle Mer et qui parle principalement de la forêt amazonienne. La personne qui a écrit ça explique que justement, cette forêt amazonienne, c'est un des grands poumons de notre planète pour justement absorber ce carbone. Et plus on brûle, plus il y a de forêts qui brûlent dans le monde, et moins il y a de possibilités d'absorber ce carbone. D'ailleurs, dans ton programme, je crois que tu proposes la possibilité de participer ou de contribuer à comment dire, repenser ou à compenser, son empreinte carbone. Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc sur le site, on a fait un travail aujourd'hui pour comprendre, parce qu'il y a des initiatives de compensation carbone, ils sont multiples, il y en a beaucoup. Donc nous, on a choisi aujourd'hui sur le site de présenter 2 associations principalement qui travaillent dans ces projets-là, libre évidemment à chacun de les contacter. Enfin, nous, on n'a aucun intérêt financier, si je veux dire. C'est sur le fait que les voyageurs vont les soutenir ou pas. Mais ce qui est très important à souligner, c'est que je rebondis sur un point que tu as dit avant, François, sur la responsabilité, en fait. Il y a sur cet aspect changement climatique, il y a 2 pans de responsabilité. Il y a la responsabilité collective et il y a la responsabilité individuelle. Et ils sont quasiment à l'équilibre. Je pense que dans Legacy, Yann Arthus Bertrand, il a bien parlé sur la partie, par exemple, manger peu de viande. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est assez, franchement, assez accessible à tout le monde. Et ça, c'est un point qu'on peut mettre en place. Maintenant, il faut aussi que la collectivité et les politiques ils soient à la hauteur de la responsabilité pour faire de la compensation également pour les éleveurs, parce qu'il ne s'agit pas de les laisser tomber. Donc il y a toujours dans toutes les décisions, il y aura toujours une part individuelle et une part collective qui est très importante à mettre en place. De même, sur les 2 projets qu'on a mis en avant sur le site, c'est des projets qu'on a audités. Donc, on connaît leur action, on les a suivis et on les conseille tout simplement aux voyageurs. Il y en aura d'autres qui vont venir au fil de l'eau. Donc, plus on se développe, plus on prend le temps vraiment on essaie, notre objectif, c'est vraiment de donner vraiment des actions tangibles et réalisables par tout le monde, quoi. Et donc, par rapport à ces programmes auxquels vous contribuez, quel est le niveau de participation justement des voyageurs? Est-ce qu'ils s'engagent assez facilement ou c'est encore compliqué aujourd'hui? C'est encore compliqué, je trouve. C'est-à-dire que et c'est encore compliqué, pas forcément du fait des voyageurs, en fait, parce que l'action, elle est
déjà la compréhension du problème, elle est pas simple. Enfin, elle est pas présentée d'une manière simple. Nous, on essaye de la présenter d'une manière très simple sur Flokeo. Euh, mais globalement, quand on dit à quelqu'un, par exemple, les statistiques, parlant en chiffres, les statistiques en Europe disent que 75% des voyageurs en Europe souhaitent voyager d'une manière durable. Bon, ça c'est très très bien. 85% de ces 75% disent qu'ils ont aucune notion de comment le faire, en fait. Donc ça illustre bien la complexité de la chose, quoi. Donc euh, maintenant qu'on connaît par exemple un projet de reforestation qui est assez intéressant, comment je peux savoir, est-ce que pour compenser mon voyage, est-ce qu'il faut que je paye 1 euro, c'est suffisant, ou il faut mettre 1000 euros? Voilà, ça c'est des choses qui sont compliquées à savoir, et très honnêtement, ça peut être aussi un frein pour un voyageur de s'engager en disant mais s'il faut mettre 1000 euros, c'est impossible, donc je vais pas le faire. Et donc nous, on est en train de travailler sur cet aspect de digestion de l'information et de sa présentation aux voyageurs pour qu'ils comprennent en fait la répartition par exemple, leur empreinte carbone au fil du voyage. Donc bientôt, on va l'exposer sur le site, et comment ils peuvent agir dessus. Agir dessus à travers soutenir un projet de reforestation, c'est un type d'action, mais il y a aussi des actions individuelles qu'on peut faire à la maison, d'une manière continue, voyage ou pas d'ailleurs, d'une manière continue, qui contribueront à cette démarche. Parmi ces points-là, il y a bien choisir ses produits. Il y a des applications qui permettent de le faire. Bien choisir ses produits, manger local, manger saison, limiter sa consommation de viande, limiter sa consommation de lait. Voilà, il y a, ce qu'on achète comme appareil électronique, augmenter la durée de vie de ces appareils électroniques. Sur les trajets au quotidien, privilégier les transports en commun, des choses comme ça qui sont maintenant, il n'y a pas, je pense qu'ils sont connus, et il suffit juste de les lister d'une manière très simple et pragmatique pour augmenter l'adhésion des gens. Et il y a des actions également de sensibilisation, tout simplement. Donc, parler aux autres, discuter, voir ce que les autres ils ont fait comme action, s'en inspirer et s'engager dans cette démarche. Ça, c'est un pan, comme je disais tout à l'heure, c'est la moitié des actions possibles. Et l'autre moitié, c'est des actions collectives. Donc, c'est le mode d'approvisionnement de l'électricité ou le développement de l'électricité, par exemple, de l'énergie plus globalement en France. Les normes qui sont imposées pour l'agriculture, il y a il y a des aspects qui sont assez et ça on parle de gros pans, c'est-à-dire l'agriculture, c'est j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est entre 50 et 60% des émissions. Donc c'est un gros pan qui est lié aux pesticides, mais aussi à la mécanisation, à l'énergie qui est utilisée pour cultiver les sols, etc. Et là, la démarche individuelle qui peut venir, c'est soutenir un programme politique qui va dans ce sens-là. Voilà. Je soutiens aucun parti, je tiens à préciser. Et je te rejoins complètement. Je crois que le tourisme durable, on a l'impression que c'est une niche, et moi, l'espoir que j'ai, c'est que le tourisme durable n'existera plus, mais ça sera le minimum standard, quoi. Tu vois, dans l'ensemble des acteurs du tourisme, et qu'on prenne en compte, parce qu'à la fin de la journée, on peut pas, avoir un développement pérenne dans un environnement qui est complètement dégradé. Les gens, le jour où on pourra plus se baigner dans la mer parce que à cause de la pollution, du plastique, etc., ou qu'il y aura plus de biodiversité, quel est l'intérêt, Donc, tout le monde va souffrir de ça. Et je crois que c'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde de s'engager d'une manière ou d'une autre. Mais c'est sûr que le mot tourisme durable, il n'est pas toujours compris ou assimilé de la même manière par tout le monde, et ces campagnes de sensibilisation qu'on doit tous faire, chacun à notre niveau, est important, parce que aussi, quand le tourisme est en vacances, il a une partie de son esprit qui est beaucoup plus ouvert à recevoir certaines informations que quand il est dans son quotidien. Mais je voulais te poser une question. Tu as créé Flokeo en 2019. Juste après, tu as eu cette pandémie qui nous touche tous.
Quels ont été les grands apprentissages justement à travers cette période pour toi? Euh, alors, cette période-là, elle était vraiment riche en renseignements, on va dire. C'est une période de crise euh, qui a affecté vraiment, comme tu disais, hein, qui a affecté vraiment chacun d'entre nous. C'est même certains très personnellement. Et évidemment, j'ai une grande pensée à Sabri Trabelsi, qui est notre directeur commercial ici, qui a perdu une de ses proches à cause de ça. Donc, c'est une pensée réellement émue sur ce point-là. Donc, ça nous touche vraiment très proche, quoi. Donc, donc voilà. Il y a beaucoup de choses en fait qui ont apparu lors de cette pandémie. Il y a beaucoup de l'aspect collectif est sorti. Moi, je l'ai bien vu, je l'ai bien senti également. Dans le monde du tourisme, on a vu la naissance d'associations, par exemple le Respire, le tourisme du demain, qui est né pendant cette pandémie. Ouais. C'est vraiment cet aspect intelligence collective qui a, pour moi, mené vraiment cette période-là. Un secteur, le secteur du tourisme qui était à l'arrêt, enfin qui est largement à l'arrêt, je pense aujourd'hui. On parle de ceux qui se sont sortis le mieux, je pense qu'ils ont fait 20%, 25% de leur activité, pas plus. Donc, donc voilà. Donc ça c'est. Mais j'ai vu les gens, justement, on a vu l'émergence de la passion et le regroupement des gens dans des forums pour discuter, pour dire bah ok, aujourd'hui on a ce problème-là, comment on va s'en sortir. Donc j'ai vu moi moi je suis, comme je l'ai dit au début, je suis ingénieur, je suis nouveau aux acteurs de tourisme, donc je commence à les connaître et j'ai vu beaucoup de résilience, beaucoup d'agilité, beaucoup d'intelligence collective et ça c'est vraiment important. C'est vraiment c'est des qualités clés. Ceux qui les ont maîtrisées, je pense qu'ils vont mieux s'en sortir dans le futur. Ceux qui ont décidé de se recroqueviller, par exemple, ou de le renfermement sur soi, je pense que malheureusement, ils vont devoir changer de domaine parce que c'est vers c'est plus de résilience quelque part. Donc ça, c'était la première chose que j'ai observée et à laquelle évidemment j'ai participé à mon échelle. Hein. Mais j'ai observé globalement un domaine qui se serre les coudes, qui dit c'est pas la première fois qu'on est un coup un coup assez comme celui-là, même si celui-là il est vraiment le plus long, je pense, jamais vécu par tout un secteur. Mais bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la deuxième chose qui est sortie de cette pandémie, euh, c'est vraiment l'accentuation, je dirais, des engagements professionnels. Donc, on a vu des entreprises ou des courants qui vont beaucoup plus vers du tourisme local. D'autres qui sont allés beaucoup plus vers du virtuel. D'autres qui ont changé et ils sont allés beaucoup plus vers du média, par exemple. Donc, quelque part, dans les moments de crise, il y a une sorte on revient à ces fondamentaux, à lui, qui sont différents des uns des autres. Hein. C'est des affinités des uns et des autres, c'est assez important, enfin, c'est assez différent. Et c'est tant mieux, quelque part. Comme ça, l'offre, elle est assez diversifiée. Mais pareil, et ça, j'ai vu, donc, il y avait intelligence collective, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va s'en sortir? Et j'ai vu également la passion et la spécialisation, si j'ose dire, qui devient de plus en plus claire. Donc ça c'est le deuxième enseignement, je dirais, de cette crise. J'ai vu aussi des démarches qui sont franchement très intéressantes de solidarité. Ici, je vais mentionner par exemple un des abonnés Floqueo, qui est aussi membre de l'association Respire, c'est Eric and the Trip, qui a choisi en fait délibérément de soutenir financièrement ses prestataires
à la destination. Parce que ici en France, l'État a donné un certain nombre d'aides, et dans dans les pays de destination, ben là, les gens ils étaient vraiment livrés à eux-mêmes, quoi. Donc j'ai vu ces solidarités qui étaient vraiment intéressante et qui encore une fois me ramène à ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment le cœur du métier quelque part, le cœur des valeurs du tourisme. Euh, c'est l'interaction avec les autres, la compréhension et l'empathie. Et ça, je l'ai vu également pendant cette crise-là. Et c'est pas Eric and the Chip, c'est un exemple, mais j'ai un autre exemple aussi qui me revient à l'esprit. C'est Olala Lanka, qui est une agence au Sri Lanka, qui pareil, qui a fait une cagnotte pour soutenir ses prestataires locaux, en fait. Donc voilà. Donc j'ai vu ce type de démarches également, qui sont vraiment assez intéressantes. Donc renseignement d'une manière vraiment très simple, c'est ensemble on fait mieux, ce qui me ramène au phénomène de murmuration. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, mais ça c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. C'est euh, ensemble, travaillons ensemble pour un meilleur futur. Résilience, créativité, beaucoup de créativité et solidarité avec les. Dis-moi, tu imagines le tourisme dans 20 ans, il va ressembler à quoi? Ah, vaste question, mais j'ai pas de boule de cristal, hein, mais Tu vois, si tu laissais parler tes rêves, parce que faut bien qu'on se reconnecte justement dans une période de crise. Des fois, c'est important de se reconnecter à l'enfant intérieur qui existe en nous et de se permettre de continuer à rêver, parce que sinon, on va pas rigoler tous les jours, hein. bien sûr. En fait, je vois quelques tendances qui sont franchement intéressantes. Moi, j'espère que euh, qu'il y en a d'entre elles qui vont se confirmer. La première, par exemple, nous, on fait beaucoup de télétravail en ce moment. Donc voilà, moi j'espère que les entreprises généralement vont changer un peu de pratique et ils vont se dire, bah, peut-être ce modèle-là marche bien et l'adopter vraiment d'une manière durable, ce qui amènerait à une nouvelle forme de tourisme qui existait marginalement, mais que je pense peut s'amplifier. Donc c'est le travail à distance. Donc en fait, et ça servirait beaucoup le tourisme durable. En fait. Pourquoi ça me tient à cœur. J'aimerais bien que ça se développe. Euh, c'est quelqu'un qui travaille au lieu de travailler chez lui euh, et de rester entre quatre murs, bah, qu'il aille travailler dans un hôtel, enfin, par exemple, où il va rencontrer des autres, ou voire plus, aller à l'étranger, passer ses vacances et adosser à ces vacances-là 1, 2 semaines de travail pour limiter son impact carbone. Ça se lie en fait, tout se lie. Donc ça peut être des pistes réellement envisageables. Donc moi je pense que d'ici 20 ans, si on apprend quelque chose de ces pandémies et si on se développe vraiment dans la confiance mutuelle entre les entreprises, les employés, etc. Ben là, on va peut-être ce type de voyage va avoir beaucoup plus d'importance. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment le développement du tourisme. Donc, je ne vais pas dire tourisme durable comme tu l'as suggéré tout à l'heure, mais le développement du tourisme sur, simplement avec des moyens de transport qui sont nouveaux, des durées de séjour qui sont différentes, qui sont beaucoup plus longues, qui permettent justement de s'imprégner en fait de lieux et ne pas juste aller prendre des photos et partir. Quoi. Donc ça, moi j'imagine et je l'espère que d'ici 20 ans, il y aura des séjours, ça assez fréquent de passer des séjours de 1 mois, 2 mois dans une destination, en alliant une partie vraiment de visite, mais en alliant simplement une vie dans un lieu. Donc moi j'imagine dans l'absolu, je pense qu'il y aura une sorte euh, la durée des séjours va être beaucoup plus importante. Voilà. Et on va lâcher un peu les voyages débiles que j'ai pu faire aussi dans le passé, dans ma vie passée
j'ai une honte intergalactique qui est toujours dans ma tête et qui c'est un exemple assez phare. J'occupais un poste assez important dans une entreprise qui m'a amené à faire un aller-retour en Thaïlande et je suis resté 24 heures sur place. Aberration écologique. Donc et même économique. Hein. Enfin, je suis pas Obama, donc voilà, je vois toujours pas pourquoi j'étais amené à faire ça. Mais en tout cas, ce type de déplacement, bah c'est ça va être à bannir quoi quelque part. Je pense qu'on va voir ça disparaître. Qu'est-ce qui te donne la banane aujourd'hui, Tariq, pour commencer ta journée? C'est la rencontre avec les partenaires en fait, Floqueo. C'est vraiment ça c'est la clé. C'est de sortir le matin en disant bah je vais discuter avec des gens passionnés avec qui veulent mieux faire. Ça veut pas dire que c'est le premier de la classe, hein. Je l'étais pas et je cherche pas à ce que les gens y le soient. Je cherche juste à ce qu'on s'améliore collectivement en fait. Donc ça motive beaucoup le matin, ouais. En me réveillant de dire bah, on va œuvrer ensemble à chacun à sa petite échelle et toute proportion gardée évidemment, à améliorer un peu le monde et le passer à nos enfants dans un meilleur état. Merci beaucoup, Tariq, pour cet échange extrêmement riche. Il y a une phrase que tu as dit qui m'a marqué, je l'ai notée. Les fondamentaux du tourisme sont une meilleure compréhension de l'autre. J'ai trouvé que ça, c'était vraiment puissant et inspirant. Merci beaucoup pour cet échange. Je te souhaite bonne continuation avec Murmuration, Floqueo et tout autre projet à venir. Merci beaucoup François, merci beaucoup de m'avoir ici. C'est un plaisir de discuter avec toi et d'être dans ce podcast et parmi tous les gens que tu as pu interviewer dans le passé et j'espère dans le futur, que c'est des gens passionnés et passionnants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Tariq. Au revoir. Merci, François. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expériences. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.